Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission durant 3 heures. 3 heures de débat, de discussion, d'actualité bien sûr avec vous, 0826 300 300, puis sur les réseaux sociaux Sud Radio ainsi que sur l'application où nous vous attendons pour que vous puissiez réagir à l'actualité de ces dernières heures et notamment la fin d'une époque, la fin d'un homme dont il aurait voulu qu'on dise de lui j'avais des idées, et il en avait des idées, lunettes noires pour nuit blanche, tout le monde en parle, salut le terrien sur la fin de sa carrière, des concepts, des interviews, une façon de faire de la télé, d'agiter, d'agacer, d'énerver, d'être insolent. C'est la mort évidemment de Thierry Ardisson qui a régné sur la télévision pendant plusieurs décennies. On se souvient de ses génériques, on se souvient de ses punchlines, on se souvient aussi de son frère de télévision, Laurent Baffy. On se souvient de lui à France Télévisions, dans le groupe Canal. C'était une façon de faire de la télévision. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Est-ce que c'est la fin d'une télé qui était authentique, de la télé qui était libre, où on pouvait recevoir un prêtre et une prostituée? C'était l'affrontement peut-être du dimanche sans le poulet autour de la table. C'était les discussions de famille sans avoir la certitude de s'engueuler avec son père et sa mère. C'était une façon de faire le débat à la française, comme on a pu le dire. Je vais en discuter bien sûr avec mes invités. Noémie Raoulia, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps. C'est aux éditions Plomb. Jérôme Dubu, bonjour. Vice-président de France-Israël. Mehdi Raech, analyste politique. Bonjour. Et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Bonjour à vous tous. J'aimerais qu'on écoute d'abord, si vous voulez bien, d'abord pour qu'on se souvienne de ce qu'était L'Homme en Noir. C'était d'ailleurs le titre du dernier livre qu'il a publié, où il s'amusait à se mettre en scène, lui, l'homme de télé, en direct d'un JT de télévision avec un meurtrier qui vient le retrouver sur le plateau. Et donc c'était pour lui le moment où, face aux derniers instants, il se retrouvait face à toutes les personnalités qu'il avait pu interroger, rencontrer dans sa vie. Mais il y a un condensé de ce que pouvait être Thierry Ardisson par moment, dans les rires, dans les réactions. Je vous propose de l'écouter. Gère un truc, je vais dire Magnéto Serge. Vous êtes arrivé quand, hier? Il y a 2 jours. Hier, vous avez fait quoi? Non, il y a 2 jours. Vous avez fait Pigalle déjà? We went to a wonderful restaurant. On est allé dans un resto génial hier soir. I don't know how You want sex for tonight? sex. Wow, are you the broker? C'est une proposition. You want? Married. You're married. It's a pity. I didn't know you could just get that. Je savais pas qu'on pouvait avoir des proxénètes comme ça Ouais, facilement. bien Ça va? Je suis un peu fatigué. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieudonné! Une femme superbe veut coucher avec vous, elle vous propose même 1 million d'euros. Personne ne le saura jamais, est-ce que vous êtes d'accord? Direct. Moi, je pense que ma famille regarde et non. Ouais. Non, Ouais, je trouve ça c'est scandaleux de coucher pour de l'argent. Ouais. Mais bien sûr que oui. Bien entendu. En plus, on ne sait pas. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ouais, mais là, Ah oui, une femme. Une femme normale. Ouais, je vais te dire un mec, pour 1 million d'euros, ramène-moi Shrek, ramène-moi Guy Carrier, pour 500 000 balles. La télé, c'est un truc, j'y suis allé pour 2 ans, 3 ans, c'était pas du tout, j'avais pas envie de faire ça. Mais c'est le seul endroit où on m'a donné de l'argent pour faire toutes mes conneries. Voilà, le seul endroit où on lui a donné de l'argent pour faire des conneries. Merci à Maxime Toulot pour le montage. On a entendu un peu un condensé de ce que pouvait être Thierry Ardisson, c'est-à-dire d'abord la liberté de ton, bien sûr, et puis on l'a vu, on l'a entendu proposer des filles et de la drogue à Brad Pitt et Matt Damon, qui sont les Américains tétanisés sur le plateau. Et puis on l'a entendu aussi accueillir Dieudonné, c'est-à-dire la place où dans ses émissions il y avait place largement à des personnalités, à des propos sulfureux. Avant de vous entendre autour de la table, j'aimerais qu'on discute avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais absolument vous appeler ce matin parce que vous avez été un pilier, pour pas le dire de façon négative, mais vraiment un taulier des émissions de Thierry Ardisson, notamment de ces moments cultes dans le Faubourg Saint-Honoré qui étaient les immenses dîners de réception chez lui, de débats où on buvait, on mangeait, on discutait. Thierry Ardisson, c'était l'incarnation de la télé qu'on aimait, de la télé libre, Franz-Olivier Gisbert. Ah oui, liberté absolument totale. Alors d'ailleurs, il y avait quelque chose d'un peu de vicieux, faut le dire carrément, dans cette émission, c'est que il y avait du très bon vin avant. On attendait ce qui font très long, comme toujours avec Thierry, vous voyez, la préparation, voilà, on recommence, on n'est pas sûr. Et donc, on attendait, et pour attendre, on nous servait des vins absolument incroyables. Ce qui fait que, moi, je faisais une sorte de trio, on était souvent ensemble, Pierre Bénichou, du Nouvel Observateur,
d'ailleurs, et puis le grand Philippe Tesson, le fondateur du quotidien de Paris, puis surtout longtemps patron de combat. Et on était là, ça ressouillait, on arrivait parfois parce que les vins évidemment étaient inouïs. Évidemment, ils faisaient tout pour qu'on craque. Oui. Et puis vous mettez un peu de champagne après par-dessus, ce qui fait que évidemment on était en général un peu défiltrés. Mais en fait, on s'en foutait parce que de nature, on était d'ailleurs tous les trois très défiltrés. Donc, mais ça faisait qu'on était encore plus défiltrés que d'habitude. Et c'était ça, Thierry, c'est-à-dire que vraiment sa grande idée, c'était de faire une émission où on est comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire mais ce que vous dites, Franz, pardon, c'est aussi une époque où on aimait le combat des idées, l'affrontement des idées entre toutes les personnes qui étaient sur le plateau. C'est-à-dire que c'était le temps d'une franche engueulade et c'était filmé. Oui, alors ça c'est une autre époque, comme vous le disiez, c'est une époque où parfois on avait des idées différentes. Je vois avec Pierre ou avec Philippe, je pouvais avoir des désaccords, mais c'était pas grave. C'est-à-dire que c'était une époque, vous savez, où je crois qu'il était aussi invité, Claude Cabane, le rédacteur en chef de l'Humanité, qui était une personnalité très forte. On s'engueulait comme du poisson pourri, mais on s'adorait. On s'adorait parce qu'on n'avait pas les mêmes idées, mais on pouvait faire la France ensemble, on pouvait, comme dit l'autre, faire France, quoi. Mais c'est important ce mot-là. C'est-à-dire, je pense que il y avait un climat quand même, malgré les noms d'oiseaux, malgré les questions pièges, il y avait quand même un très bon climat, quoi. Parce que, et même si on était très différents. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, je vois pas des émissions de ce type aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous étiez vraiment de fait un taulier extraordinaire en compagnie de Pierre Bénichou et de Monsieur Tesson, comme on l'appelait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio après la mort de Thierry Ardisson. Autour de la table, vos réactions, parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement la mort de quelqu'un du milieu de la télé. C'était quand même un monument qui nous a tous animés, des soirées, des moments entre amis, dont les discussions, c'était vraiment les sujets qu'on avait le lendemain matin entre collègues, entre amis, entre famille, Noémie. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs été formés par cette époque, qui ont découvert des personnalités. Je me souviens, moi, personnellement, avoir découvert l'écrivain Frédéric Beigbeder, qui à l'époque était assez jeune, mais qui avait été invité dans les émissions de Thierry Ardisson pour présenter ses livres. Et je me souviens qu'ensuite, j'avais acheté ses livres, et par ailleurs, pendant mon adolescence, c'était l'un de mes écrivains français préférés. Donc ça veut dire qu'il a marqué une époque, il a marqué à la fois les gens qui ont été invités dans son émission, mais aussi tous ceux qui ont regardé ça derrière l'écran et qui ont découvert effectivement une autre télé. Parce que vous avez posé les mots, quand vous avez dit, au fond, il a incarné une époque, mais peut-être que cette époque aussi s'éteint avec lui. Parce que quand on écoute, comme on a écouté avec vous il y a quelques minutes, les interviews qu'il a pu faire en invitant des acteurs, en proposant des prostituées, on se dit très clairement que ce ne serait pas possible aujourd'hui. Il y aurait des plaintes de l'ARCOM, il y aurait des plaintes de l'ARCOM, sur les réseaux sociaux ce serait impossible. Et au fond, c'est une époque de liberté totale, avec tout ce qu'elle peut avoir comme déviation, comme inconvénient, mais malgré tout, il y avait cette idée de créer de la surprise, de surprendre, de créer des moments de télévision qui restent ensuite, qui ne sont pas immédiatement pulvérisés par le bruit de fond de l'actualité. Donc c'est une époque qui a changé, c'est une époque qui l'emporte avec lui, et c'est vrai que, juste un mot, parce que quand même, il décède le 14 juillet, c'était un royaliste, c'est le dernier bras d'honneur, j'ai envie de vous dire, qu'il a pu nous faire, ce grand provocateur, presque. C'est pas le 21 janvier, c'est ça. Dommage. Sa date de décès, on s'est dit que c'est pas un hasard. Non, moi je regarde, alors un souvenir assez mitigé finalement, je mets un petit bémol sur le panégyrique qui vient d'être fait par Franck-Olivier Gisberg et puis par notre collègue. Je trouve qu'il y a deux étapes dans sa carrière au fond. Il y a une étape qui m'a complètement bluffé, c'est la première étape, lunettes noires pour Nuit Blanche. Moi j'avais, comme ça, chacun dehors à mon âge, j'avais 25-26 ans à l'époque, c'était en 88-90, ça a duré 2 ans, c'était décoiffant. Lunettes noires pour Nuit Blanche, c'était décoiffant, complètement décoiffant. Ça balance on à n'avait Paris jamais vu aussi, ça. bien Alors sûr. Polak, avec Droit de réponse, avait un peu essayé ça, c'était un peu dans la même ligne, il avait commencé à ouvrir la porte, mais Thierry Ardisson a enfoncé. C'était beaucoup plus disruptif. C'était beaucoup plus disruptif, c'était beaucoup moins tolérant, parce qu'il était très intolérant. Il vous envoyait des vannes, il vous balançait des choses, il vous provoquait, etc. Dans l'émission Double Jeu, notamment, avec cet esprit. Tout à fait. Et puis il avait des invités toujours prestigieux qui se bousculaient pour venir le voir. Donc j'ai trouvé ça très innovant. Il était très innovant. Voilà, c'était un journaliste très innovant. Et je trouve que la deuxième partie de sa carrière était plus caricaturale. Je trouve que il se
Il se perdait un peu. Alors après, est-ce que c'était ses problèmes physiques? J'en sais rien. De personnel peut-être, etc. J'ai trouvé moins bon dans sa deuxième partie de carrière. Voilà. Bon, on continue à parler 0826 300 300 si vous voulez vous aussi réagir à ce monument, à la disparition de ce monument de la télévision qui était Thierry Ardisson. Il faut le rappeler, disruptif aussi parce qu'il avait commencé dans la pub. C'était un des rares animateurs qui n'hésitait pas à évoquer l'alcool, la drogue, le sexe, ses rapports aussi avec toutes ces addictions qu'il a pu avoir. Vous parliez tout à l'heure, Noémie, de la disparition, de l'avènement des réseaux sociaux. Lui, il a dit c'est très simple. Moi, j'ai arrêté d'aller au partout. De toute façon, à partir du moment où il y avait il y avait le téléphone portable, parce qu'il était hors de question que je me prenne en photo. Est-ce la fin d'une époque? Et surtout, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux et sur l'application de Sud Radio. Est-ce la fin avec Thierry Ardisson? Est-ce la fin de la vraie télé, de la télé libre? 0826 300 300. On revient après une courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Encore de nombreuses minutes pour évoquer la disparition de l'homme en noir, Thierry Ardisson, qui a monopolisé l'antenne, les plateaux télé avec sa gouaille, avec son insolence, avec son goût et son talent de fait pour la provocation, mais aussi en lançant des débats de société, des débats télévisuels, en agaçant, en étant un homme en noir qui restera le marqueur d'une époque. C'est ce qu'on disait tous autour de la table. J'aimerais également vous entendre pour nos débatteurs, Noémie Aoulia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich, Benjamin Cauchy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit un peu précédemment, mon cher Benjamin, sur le fait que c'était le marqueur d'une époque libre qui n'est peut-être plus? Oui, c'était Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, c'était l'impertinence. C'était l'impertinence sur le service public. C'était à l'époque où la liberté d'expression avait encore sa place. Sur le service public. Moi, je suis la génération, alors un peu plus jeune que Jérôme, avec tout le respect que j'ai pour lui, évidemment. Ouais, tu dis ça. Je suis plus la génération, tout le monde en parle. Bien sûr. Voilà, moi, c'est la fin des années 90. J'avais une vingtaine d'années, et effectivement, j'ai le souvenir des blind tests de Philippe Corti. Je me souviens des Magnéto Serge, ou alors quand il invitait le frère de Dalida, Orlando exige le clip. Voilà, il y a des phrases anthologiques qui ont marqué effectivement toute cette aventure télévisuelle. Maxime, la télé d'Ardisson est morte, mais depuis de nombreuses années. Quand le service public a viré Patrick Sébastien, le service public, dans sa liberté d'expression et dans toute sa diversité, a disparu. Donc aujourd'hui, effectivement, on regrette le départ et l'impertinence de Thierry Ardisson, mais l'impertinence de Patrick Sébastien a été mise au placard. L'impertinence de ce que pouvait être Interville avec une vraie vachette a été mise au placard et on l'a remplacée par une vachette en plastique. Aujourd'hui, on fait plus de météo, mais on fait une météo climat sur le service public. Donc effectivement, Thierry Ardisson, c'est une belle époque. On pourrait même aller plus loin en parlant du Coco Larochot dans les années 80 sur TF1. On pourrait parler de cette époque avec les Guignols de l'info. Voilà, c'est toute cette génération. C'était une télé insolente en fait. Fin des années 90-2000, où finalement, je dis pas qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Mais en tout cas, on avait cette capacité de libre expression. Et comme le disait Franz-Olivier Gisbert au début de votre émission, effectivement, il y avait cette capacité de confronter les avis et de nourrir le débat. Donc, c'était un débatteur, un provocateur, un débatteur. Et on peut lancer un gros clin d'œil à cet impertinent qu'il était. 0826 300 300, parce que forcément aussi auditeurs, en plus d'être des auditeurs fidèles de Sud Radio, vous avez pu être des téléspectateurs fidèles de Thierry Ardisson. Je crois que c'est le cas de Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Écoutez, j'ai été en train de regarder le défilé du 14 juillet et en même temps, j'ai mis la radio pour aller dans ma voiture. J'ai entendu la nouvelle. Franchement, moi, c'est une époque, comme vous dites tous, qui est révolue parce que maintenant tout est aseptisé. On n'a plus le droit de voir quoi que ce soit. On nous dit ce qu'on doit bouffer. Alors que lui, c'était un homme libre. Et alors, le grand coup de chapeau que je lui mets, c'est qu'il est mort le 14 juillet. Oui. C'est ce qu'on soulignait. Mais qu'est-ce qui vous plaisait, Muriel, quand vous parliez de l'homme libre, de ses émissions? C'était quoi? Vous avez des souvenirs? Oui, son insolence. Moi, je l'ai connu. Alors, il était tout jeune et il commençait à monter sa boîte de publicité. Bien sûr. Il faut rappeler, la paire, il n'y en a pas deux, chaussée aux moines, tout ça, ce sont les slogans de Thierry Ardisson. Ouais, il était venu nous démarcher dans la boîte dont j'étais la directrice commerciale, qui s'appelait, je peux la citer parce qu'elle n'existe plus, Carniato, qui était une grosse boîte italienne. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'il a fait la campagne pour du panettone, voilà, italien.
Et ensuite, quelques années après, on le retrouve à la télé. Tiens, je me dis, dis donc, il a fait du chemin. Et alors, avec Bastille, ça a été des années. Moi, j'attendais le samedi soir avec impatience. Mais est-ce que vous vous rappelez aussi, Muriel, de cette période que, en tout cas, j'ai un peu moins connue, mais tout le monde disait, quand on regardait Thierry Ardisson le samedi soir, les conversations qu'on avait le lundi matin avec les collègues autour de la machine à café, c'était ce qui s'était passé. Ah oui, non, mais on parlait que de son émission. Je sais pas. Et puis moi, moi j'ai trouvé Bastille à cette époque-là, il faisait Corti, pareil. Tous les trois, c'était exceptionnel. Ils recevaient des invités, même des grands acteurs américains. Oui, on rappelait tout à l'heure la séquence culte où il propose de la drogue et des filles à Brad Pitt. Non, plus aucune chaîne. Mais comme disait, je ne sais plus, votre dernier intervenant, les Guignols, c'est pareil. Benjamin Cauchy. Voilà. Mais maintenant, on a des télés de merde. Je m'explique. Mais alors, je ne sais pas, même dans les années, alors encore plus anciennes que vous, Maxime, vous n'avez pas du tout connu, mais on avait au théâtre ce soir, on nous passait des comédies de boulevard où on rigolait. Que là maintenant, mais qu'est-ce que vous avez comme émission, quoi? On nous sort maintenant sur la TNT. Là, je suis tombée l'autre jour sur la T18. Là, c'est quoi? C'est la chaîne que des animaux, quoi. Et pourtant, j'adore les animaux, mais c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir été avec nous et de nous rappeler à quel point ce qu'était une vraie télé où on rigolait, où on se rassemblait le début de la semaine avec les collègues pour débriefer ce qui s'était passé dans le petit écran 2 jours auparavant. Et puis cet homme de pub qu'il était, qui a donné ces émissions aussi transgressives, aussi originales, aussi disruptives à la télévision, aussi bien dans la manière de filmer que les plateaux dont on se souvient tous parce qu'ils étaient historiques. Mehdi Aouich, c'est vrai que c'était la télé d'une époque. Oui, c'était j'ai assez peu connu parce que j'ai que 32 ans, donc moi mes souvenirs c'est essentiellement Tout le monde en parle et Laurent Baffy. Donc il y avait quelque chose de très trash dans ces émissions, notamment dans les blagues, les sujets abordés, le drogue, le sexe, la violence. Donc c'était innovant, je pense, pour l'époque. C'était un vrai talk show. Et en même temps, c'était assez confession intime. C'est un mélange de confession intime, d'ironie, de trash, ce qui donnait un effet un peu curieux, un peu vicieux. Le terme est bien employé. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de libertaire chez lui. Et en dépit de ça, il maîtrisait aussi bien le fond que la forme. Quand on était une personnalité, qu'on était invité dans ses émissions, je ne pense pas que le moment était très agréable. Il y avait toujours cette confrontation un peu violente, un peu agressive, même des fois odieux, faut le dire. Mais c'était intéressant à regarder et c'est quelque chose ce sont des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Puis c'était un acharné de travail. Il fallait connaître un peu Thierry Ardisson pour voir que tout était millimétré. C'est-à-dire que c'était des stabilos noirs d'une certaine manière sur des fiches précises qu'il raturait. Il était hors de question qu'il y ait un mot mal écrit ou une rature quelque part. Sinon il fallait tout recommencer. Ce qui expliquait d'ailleurs souvent la pile de fiches. Donc c'est vrai que on reconnaît aussi les monuments de télé à cette force de travail et à cette façon de s'imposer, de cuisiner les invités, mais c'était toujours absolument rigoureux. Il fallait voir d'où on venait au début des années 80. Les radios libres étaient interdites, je vous le signale. Ça a été autorisé par Mitterrand en 81, mais pendant toutes les années 70, les radios libres étaient interdites. La télé, c'était l'ORTF et tout ça était bien contrôlé par le gouvernement. Tout ça, il y a eu une explosion au début des années 80 et Ardisson en a été le symbole. Et il a très bien pris. C'était un vent de fraîcheur, c'était l'impertinence, c'était dans ses interviews, c'était un peu le système américain d'impertinence au fond, parce que ça existait depuis très longtemps aux États-Unis. Les intervieweurs américains avec les hommes politiques, ils se lâchent. Ça c'est très clair. Donc ils sont beaucoup moins flagorneurs que les nôtres. Alors ça a un peu évolué, mais Ardisson il incarnait ça. C'est-à-dire qu'il y allait franco, il n'y avait pas de hiérarchie. Il recevait un président de la République, un premier ministre, comme un artiste. C'était exactement la même chose. Il les maniait de la même manière. C'est-à-dire qu'il leur faisait pas de cadeaux. C'est un peu le début d'ailleurs de On n'est pas couché. Dans On n'est pas couché aussi, il y a eu cette critique de façon beaucoup plus virulente, mais peut-être le début justement, le fait d'inviter des gens et de se permettre de les critiquer, de se permettre de les vanner, de se permettre de les mettre mal à l'aise en plein direct, ça c'est quelque chose que c'est vraiment Thierry Ardisson qui a vraiment mis en lumière tout ça.
C'est vrai, Maxime, vous avez raison, c'était un grand professionnel. C'est-à-dire que tout était millimétré, tout était préparé, on avait l'impression que c'était un petit peu le foutoir. En réalité, c'était du foutoir parfaitement organisé, préparé. Bien sûr. Et puis, tous ceux qui ont travaillé avec lui rappellent sa technique du montage, parce que c'était aussi parfait, parce qu'il, contrairement à beaucoup de personnalités qui adorent le direct, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, ici on est toujours en direct, mais c'était aussi un passionné de montage, parce qu'il disait en réalité, ça peut durer 3-4 heures, les gens boivent, les gens mangent un bout, mais au bout d'un moment, des échanges secrets, des choses se tissent, quelque chose se passe à l'écran, la caméra est dessus, et derrière, on a juste à couper et à monter, et c'était vraiment, d'ailleurs, on lui en a fait le reproche. Quels sont les héritiers de Thierry Ardisson aujourd'hui ? On a encore, peut-être pas des héritiers, mais on a encore des grands noms de la télé. Je pense à Marc-Olivier Fogiel, qui dans son style aussi, d'ailleurs souvent en opposition à Thierry Ardisson, a construit un modèle de télé. Noémie, vous parliez de Laurent Ruquier, a produit aussi on va dire un style de télé. Oui, et aujourd'hui, c'est celle qui produit Maxime, maintenant. Benjamin Cauchy. Allez-y. Que ce soit Marc-Olivier Fogiel ou Ruquier, c'est quand même très aseptisé et très conformiste. Hein. Pas à l'époque, Benjamin. Pas à l'époque. Rappelez-vous les débuts d'On n'est pas couché avec Nolo et Zemmour. Rappelez-vous les interviews de Marc-Olivier Fogiel sur M6, c'était tout sauf aseptisé. Souvenez-vous l'émission qu'à l'époque, Léa Salamé, il y a quoi, un an, elle a osé faire une petite blague sur l'alcool, elle a été obligée de s'excuser. Et c'est sur la clope, en disant que ça y est, vous arrêtez de boire et arrêtez de fumer, vous êtes chiant. Vous vous rendez compte, ça a provoqué un nombre de réactions tellement important qu'elle a été obligée de s'excuser, ce qui montre quand même le changement d'époque. Maintenant, alors évidemment, Benjamin parlait du service public, mais il n'y a pas que le service public. Quand vous regardez un peu l'évolution de Canal+, c'est quand même affligeant. Je le dis sans embâche, c'est affligeant. Enfin voilà, moi j'ai connu les débuts de la chaîne, c'était payant, il fallait s'inscrire. Alors il y avait des piratages, etc. Mais il y avait des émissions complètement révolutionnaires. Alors on a parlé des Guignols tout à l'heure, mais il n'y a pas que les Guignols. Il y avait des tas d'émissions qui étaient complètement révolutionnaires. Aujourd'hui, on est dans le formatisme. Mais nous sommes choqués d'être choqués. Parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est est-ce que la télé, elle est censée représenter la vie et le quotidien, ou est-ce qu'elle est censée représenter au fond quelque chose d'autre, quelque chose de plus lisse, quelque chose de plus droit, parce que la vie, elle est faite aussi de violence, de sexe, d'amour, de choses qui ne sont pas toujours très rationnelles et très droites. Et au fond, la télévision de Thierry Ardisson, elle permettait justement de porter cette réalité-là. Il y avait une forme de vérité dans ce trash qui mettait en scène dans ce spectacle. En ce sens, elle était populaire. Or, aujourd'hui, on fait une distinction entre les deux. Il y a une forme d'hypocrisie qui voudrait que la télévision ne nous représente pas la vie, finalement. Bon, après, on va pas pleurer sur la nostalgie, parce que sinon... Pourquoi ? Non, pas pleurer sur la nostalgie, mais parce qu'il y a encore des bonnes émissions. Il y a encore de très bonnes émissions. Mais elles sont moins révolutionnaires, elles sont plus aseptisées, elles sont plus conformiste. Voilà. On évoquait Léa Salamé qui lui rend hommage dans ces quelques lignes. On a grandi avec lui, dit-elle. On ne sortait pas le samedi soir pour regarder ses émissions parce qu'il se passait toujours quelque chose, parce qu'il sentait l'époque comme personne, parce que oui, tout le monde en parlait le lundi matin à la machine à café. J'ai aussi, dit-elle, découvert les dernières années l'homme ultra sensible derrière les lunettes noires et puis l'homme amoureux. Fallait voir ses yeux quand il regardait Audrey, à qui je pense ce matin. Rarement vu un homme qui regarde sa femme avec autant d'amour et de tendresse. On parle évidemment d'Audrey Crespo-Mara, qui est la journaliste qu'on aperçoit très très souvent, notamment sur TF1, parce que c'est elle un des jokers du 20h. Suite des débats après la mort de Thierry Ardisson, qui a fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On a aussi besoin de vos commentaires pour un tout autre sujet. Vous allez voir, aujourd'hui 14 juillet, vous avez entendu le chef d'état-major des armées vendredi lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Vous avez aussi lu et entendu le ministre des armées Sébastien Lecornu et le président de la République hier soir. C'est ce qu'on appelle une chorégraphie parfaitement orchestrée pour nous dire quoi ? Que la France est menacée. Qui dit menace dit préparation, qui dit préparation dit engagement. Et je vous pose la question ce matin, êtes-vous prêt à vous engager davantage pour défendre la France ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. 0826 300 300, réseaux sociaux et application Sud Radio. À tout de suite. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est la fête nationale, 14 juillet sur Sud Radio. On est en direct pendant encore 40 minutes avec cette question. Êtes-vous prêt à vous engager davantage pour la France ? Je vous pose cette question parce que il y a un sondage Odoxa publié ce matin après les différentes prises de parole. Président de la République, ministre des Armées, chef d'état-major des armées. 8 Français sur 10 se disent patriotes. 72 sont pour une hausse des budgets, notamment pour l'armée. Ça va être d'ailleurs un
un exercice assez périlleux. D'un côté, le manche du Rafale, de l'autre côté, la calculette, parce qu'on sait qu'à partir de demain, 16h, le Premier ministre François Bayrou doit annoncer les fameuses économies qui se hissent à un petit montant, 40 milliards, et c'est bien connu, on l'a tous sur notre compte en banque. Mais je voulais vous poser cette question, 0826 300 300. Est-ce que vous, auditeur de Sud Radio, puisqu'on a parlé d'élargir un peu la réserve, de se débrouiller pour que plus de gens puissent s'engager pour la défense nationale, est-ce que vous êtes prêt à franchir ce pas? Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, Noémie Ralia, quelque chose qu'il faut absolument développer? Est-ce que vous serez prête en effet à potentiellement vous engager davantage pour la France, comme on dit? Oui, mais il y a plusieurs façons de s'engager. Moi, je considère qu'en tant qu'éditorialiste, attaché à la France, d'une certaine façon, je m'engage. C'est une façon de défendre notre pays, je défends ses valeurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et au fond, on peut s'engager, encore une fois, de différentes façons. Il ne s'agit pas simplement d'aller au front, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens aiment leur pays, ils veulent le défendre, et pourtant, ils n'ont pas aujourd'hui les moyens pour aller vraiment se battre si la France est attaquée. Donc, encore une fois, il y a différentes façons de défendre la France. Mais par contre, j'en veux à ceux qui sont aux commandes, et je leur demande à eux de défendre la France. Quand je vois l'état de la diplomatie de notre pays et la façon dont on rayonne à l'international et la façon surtout dont un certain nombre de pays se permettent de nous humilier et de nous cracher dessus du matin au soir, je me dis que ceux qui gouvernent la France, eux devraient déjà bien plus défendre notre pays. Quand on voit c'est déjà l'Algérie, un réarmement moral, politique, selon quand vous. on voit l'Algérie, d'accord, quand on voit l'Iran qui se permettent de retenir des compatriotes dans leur prison et qui se permettent de le faire sans qu'il n'y ait véritablement de conséquences, je me dis que là, il y a un problème. Et encore une fois, ce sont d'abord nos gouvernants qui devraient défendre la France et ne le font pas suffisamment, ce qui est quand même une honte et une blessure. Mehdi Reich, analyse politique. Vendredi dernier, avec mon coup de cœur sur le commandement du combat futur, et c'était précisément cette problématique. Sur la diplomatie, il ne faut pas oublier que l'armée, par définition, c'est la diplomatie. Si vous avez une armée faible, question de diplomatie, ça devient compliqué par la suite. Mais sur l'intention de s'engager ou pas, ou de défendre son pays, il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en avant, c'est que il y a une différence, par exemple, chez la jeunesse, entre les urbains et les provinciaux. Je pense que chez les urbains, chez la jeunesse urbaine, il est moins propice de s'engager dans l'armée, peut-être ou de défendre son pays, parce que la défense du drapeau peut ramener certaines idéologies. On va résumer ça comme ça. Alors que chez des familles, et là c'est plutôt mon cas à moi, qui peuvent avoir une certaine tradition militaire ou qui sont implantées en campagne, le rôle ou la puissance de la tradition fait qu'on est peut-être plus enclin à aimer ce type d'idée. Aujourd'hui, dans la jeunesse, je pense qu'il y a cet écart. Il y a ce distinguo qu'il faut faire, et je ne suis pas certain aujourd'hui, même si le sondage est intéressant, qu'une grande partie de la jeunesse souhaite s'engager, ou du moins de manière patriotique. Mais c'est intéressant quand même ce que vous dites, parce que ce sondage qu'on peut lire ce matin dans le Figaro, le sondage au Doxa à l'occasion du 14 juillet, est très intéressant, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il va quand même à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre de manière un peu facile sur notamment les jeunes qui ne souhaiteraient pas s'engager, ou les jeunes qui ne seraient pas patriotes. 68% des 18-24 ans s'estiment patriotes, et même vous parliez des camps politiques, Mehdi, c'est là où c'est assez étonnant, mais peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. 74% des Français se sentant, on va dire, à gauche de l'échiquier politique, se sentent aussi patriotes. 65% à LFI, 84% au PS. Donc peut-être qu'en réalité, l'engagement militaire, le respect de l'armée, l'adoration même du défilé, qui n'est même plus aujourd'hui contesté, Benjamin Cauchy, c'est quelque chose d'universel, et que l'engagement pour la France, c'est peut-être ça qu'il va falloir réussir à provoquer, un engagement universel pour défendre, comme le disait Mehdi, les couleurs du drapeau français. Oui, si le gouvernement souhaite que les Français s'engagent plus dans la défense nationale, il va falloir que nos gouvernants, et là je rejoins parfaitement Noémie, il va falloir que nos dirigeants redonnent l'amour de la France, l'amour du drapeau, l'amour de la patrie à l'ensemble de nos concitoyens. L'avènement du communautarisme, de cet individualisme, ce repli sur soi par communauté, par couleur, par religion, par lieu géographique, ville, urbain, d'origine étrangère ou non, LGBT ou non, catho ou non. Eh bien, en fait, si vous voulez, toutes ces querelles et tout cet élan de communautarisme vient d'un seul fait, pour moi, c'est celui de l'absence d'un supplément d'âme supplémentaire, d'un supplément d'âme qui est celui de l'amour de la France. Donc oui, je pense qu'on pourra... Mais est-ce que vous, par exemple, Benjamin, posons la question concrètement, si demain la réserve ouvre un peu ses critères, qu'il y a des propositions peut-être moins pénibles pour y rentrer, est-ce que vous verriez endosser l'uniforme pour aller défendre la France? Pas tout de suite sur le terrain, mais pour être un réserviste actif. Bah oui, on ira.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on ira. Effectivement, quand on prend le micro, on s'engage. Mais bon, alors j'ai 45 ans. Est-ce qu'ils voudront encore de moi? Je commence à devenir... C'est jeune, 45 ans, bien sûr. Demandez à Jérôme Dubu, c'est très jeune. Non, mais moi, je suis dans la réserve depuis des années, donc il ne faut pas me la faire. Mais maintenant, j'ai dépassé l'âge, effectivement. Donc, je n'aurais pu y aller. Sauf si on va chercher les vieux, les très très vieux. Mais moi, je suis officier de réserve depuis des années. Donc, si vous voulez, ça ne me gêne pas. Mais ce que je constate... Alors, entre le sondage et la réalité, vous savez qu'il y a toujours un peu de déchets, n'est-ce pas? Donc entre les 78% du PS, je sais pas quoi, ou les 80% de jeunes qui veulent s'engager et ceux qui iront effectivement au fond, si par malheur il y avait une guerre qui était déclarée, on aura évidemment beaucoup de surprises. Mais cela étant, moi je crois qu'effectivement les valeurs patriotiques n'ont pas disparu. Premier point. Deuxièmement, sur ce que j'ai entendu récemment par le général des armées, le chef des armées, et puis le Premier ministre, le président de la République, le ministre de la Défense cette semaine, on nous dit que au fond l'ennemi majeur c'est la Russie. Bon, alors moi je le regrette parce que la Russie fait partie de l'Europe. Je continue à le dire. Alors, Poutine a une énorme responsabilité sur ce qui se passe, puisqu'il est dans une politique d'agression systématique pour reconstituer l'Empire russe. Ça a commencé par la Géorgie en 2008. Sarkozy a essayé de faire quelque chose qui puisse arriver à un cessez-le-feu. Ça a plus ou moins marché, mais enfin, en tout cas, c'est pas une surprise. On sait que cette politique agressive est la politique de Vladimir Poutine. Pour autant, la Russie appartient à l'Europe. Et un conflit européen entre la Russie et les puissances européennes, militaires, il y en a deux. Il y a la Grande-Bretagne qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui est dans l'Europe physique. Et puis il y a la France. Le reste compte moins, encore que l'Allemagne et quelques réserves. Mais ce serait une folie. Ce serait une folie. Et pourtant, il y a d'autres menaces. Bien sûr. Il n'y a pas que la Russie. On a parlé tout à l'heure plus ou moins de la menace islamiste. Elle est toujours présente. On a démantelé un certain nombre de réseaux. Mais pardon, Jérôme, dans tout ce que vous dites, ça a été aussi mentionné aussi bien par le chef d'état-major que le président en disant que la menace russe était caractérisée et durable, tout en rappelant bien sûr qu'il y avait la menace islamiste. Mais il est vrai que, disons, qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme la Russie qui projettent de s'attaquer à des pays européens avant 2030. D'accord, mais la Russie fait partie de l'Europe. Donc si on pouvait trouver... Alors je sais qu'avec Poutine, c'est extrêmement compliqué. Même Trump n'y arrive pas. Donc voilà. C'est un ennemi extérieur. On a quand même... Il y a des ennemis intérieurs. On a quand même une histoire commune avec la Russie, France-Russie. Il suffit de relire le livre d'Hélène Carrère d'Ancos sur le sujet. C'est très forte. Donc moi, je déplore ça. Je suis complètement impuissant. Il y a beaucoup de gens qui sont impuissants, mais je le déplore. Mais c'est aussi une question de souveraineté. Vous ne pouvez pas, la France ne peut pas se présenter comme étant la 5e ou 7e puissance mondiale et avoir une armée qui est complètement à l'os. À un moment, il faut aussi s'engager dedans. C'est aussi une question de secteur industriel, militaire, faut le dire, parce que c'est aussi le militaire produit de la technologie. Donc, il y a la question, certes, de la diplomatie, mais si la France veut peser dans les relations internationales, elle doit être en capacité d'avoir une armée de projection. Bien sûr, mais on sait très bien qu'elle ne pèse plus. Et c'est d'ailleurs ça a été d'ailleurs le but des annonces évoquées hier par le président de la République, à savoir une accélération du budget, des augmentations du budget. C'est 3 milliards d'euros supplémentaires. C'est quoi 3 milliards d'euros supplémentaires? Quand Emmanuel Macron vous allez acheter quelques drones avec 3 milliards d'euros. Donc, non, mais c'est 3 milliards d'euros supplémentaires par rapport déjà au budget prévu par la... augmentations qui sont là depuis 2017. Donc ça fera une loi de programmation militaire à 64 milliards plutôt qu'à 56. C'est pas mal en tout. J'ai écouté hier une interview du général Dutartre qui disait qu'au fond on avait une centaine de rafales et qu'il nous en faudrait à peu près 3 fois plus. Et qu'au fond, effectivement, vous avez raison, notre armée est plutôt à l'os et c'est... Regardez sur les chars Leclerc, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle malgré tout de prendre les devants et c'est la décision d'Emmanuel Macron. Suite du débat sur Sud Radio, 11h31. On se retrouve dans quelques instants en effet avec cette question. Est-ce que vous, 0826 300 application Sud Radio et réseaux sociaux, est-ce que vous vous sentiriez prêt à vous engager davantage pour défendre la France? Rien que ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, la dernière ligne droite pour vos grands débats de l'été en direct sur Sud Radio. Nous sommes toujours en direct et autour de la table pour débattre en compagnie de Noémie Raoulia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich et Benjamin Cauchy. Et on était en train de parler de ces différentes prises de parole pour nous alerter sur les différentes menaces et de ce sondage qui dit que bien sûr les Français sont patriotes à une grande majorité. Bien sûr qu'à une grande majorité, ils sont pour une hausse des budgets. La loi de programmation militaire sera donc augmenter, mais faut-il
s'engager davantage pour la France? Parce que pour la énième fois, rappelez-vous, on essaye en réalité de réanimer le service militaire. Est-ce que vous considérez autour de la table, par exemple, que déjà ça a été une erreur peut-être de le supprimer, Jean Dubu? Moi, vous avez fait votre service militaire. Je suis peut-être le dernier qui l'a fait sur ce plateau, donc je peux en parler si c'est sûr. Bon, c'était assez emmerdant, il faut bien le dire. Même moi, si je l'ai fait dans des conditions assez correctes, mais un an c'était long. Après, on l'a ramené à 10 mois, puis finalement Chirac en 96 l'a supprimé. Bon, je ne vois pas très bien matériellement et financièrement comment on pourrait le rétablir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas les budgets nécessaires. Deuxièmement parce que tous les centres militaires qui étaient des casernes ont été quasiment tous vendus. Et que troisièmement, l'armée de métier, au fond, elle est peut-être très efficace. On l'a pas vu encore, on l'a vu en Afrique, notamment au Sahel, etc. Elle était plutôt efficace, même si on s'est retiré pour d'autres raisons que des raisons militaires. On n'avait pas perdu le terrain. Il était tenu, le terrain, par nos armées. Donc c'est peut-être un faux ami que de dire on va rétablir les services militaires. Moi, je vois Noémie qui dodeline à vos côtés, un peu dubitatif. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que sans doute que pour des raisons pratiques, ce serait difficile de le remettre en place, mais malgré tout, je pense que d'un point de vue symbolique, ce serait extrêmement fort. Je connais bien cette question dans un autre pays qui est Israël, et en fait, ce qui est extraordinaire avec cette armée-là, qui est pas une armée de métier justement, mais qui est une armée dans laquelle tout un chacun doit à un moment donné dans sa vie s'investir. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet justement de dépasser les clivages et de créer vraiment une nation. Et là, les problèmes de communautarisme qu'on a en France, qui fait que les gens ne se fréquentent plus, qui fait que les gens restent dans leur milieu, dans leur communauté et ne se côtoient plus et ne discutent plus entre eux, eh ben, l'armée, ce serait un extraordinaire moyen justement de faire en sorte de recréer une nation, de recréer quelque chose de commun malgré les différences, parce que malgré tout, lorsque des êtres se retrouvent pendant X temps dans une caserne, ils vivent des choses en commun, ils partagent des choses en commun, ils se réunissent pour défendre un drapeau, pour défendre en l'occurrence la France. D'accord, mais c'est très la comparaison avec Israël, elle est un peu fallacieuse parce qu'Israël est un État en guerre. Oui, mais on va vers des temps. Si vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron, il vous explique malgré tout que notre pays pourrait être amené à entrer en guerre aussi dans les années qui viennent. En plus, Israël n'a pas attendu d'être en guerre pour immédiatement est-ce que l'armée de conscription serait plus efficace que l'armée de métier? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que le ministre des Armées dit que ce sera excessivement complémentaire. Il est hors de question de ne pas avoir une armée de métier. En revanche, devenir, je cite selon ses mots dans la tribune du dimanche hier, avoir une armée de réservistes, en tout cas des réservistes beaucoup plus formés. Il faut les entraîner. Vous n'allez pas les balancer sur le champ de bataille comme ça. Mais le ministre actuel des Armées est en train de réformer. Emmanuel Macron hier disait qu'il fallait soutenir l'armée, il fallait que toute la nation se mette à soutenir l'armée. Et outre encore une fois le fait d'aller ou non sur le terrain, l'idée de se réunir, de partager quelque chose en commun, de dépasser les clivages de gens de différentes communautés qui se réunissent pour le matin, à 6h du matin, sur le drapeau français, je trouve que ce serait magnifique. Excusez-moi, moi je l'ai vécu, la levée des couleurs. Peut-être que c'était le chant du cygne. Ça n'empêchait pas qu'il y ait des déserteurs, que les gens... Mais il y aura toujours des déserteurs, il ne s'agit pas qu'il n'y aura pas de déserteurs. Si on nous avait mis sur un champ de bataille, on était incapable de tirer 3 coups de fusil. Il ne s'agit pas d'aller sur un champ de bataille. Je vous parle de l'idée de réunir les gens à un moment donné de leur vie. Mais ça n'existe plus. Vous avez déjà été regardé amoureusement, mais c'est exactement le regard qu'a pour vous actuellement Benjamin Cauchy depuis tout à l'heure quand vous défendez le service militaire. Benjamin, je vois un homme conquis. Je vois un homme conquis. Là, je bois les paroles de Noémie. Je partage complètement sa vision. Alors effectivement, l'armée, le service militaire, effectivement, Jérôme, tu as raison. Hein, ça coûterait extrêmement cher, mais après c'est une question de volonté. On est bien capable de financer le Festival d'Avignon. Alors pourquoi pas? C'est des choix. C'est pas de la même ampleur, excusez-moi. Non, mais ça se compte en dizaines de milliards qui sont faits. Par-delà cela, la levée du drapeau, on n'est pas obligé de le faire dans les casernes. On pourrait déjà le faire dans les écoles primaires, leur apprendre dès le plus jeune âge à aimer la France et à aimer notre pays. Bah oui, Maxime, oui, absolument. C'est pas un gros mot que d'être patriote. Et ça, pour le coup, ça fait des années que je m'en prends plein la tête, parce que j'ai toujours dit que j'étais fier d'être français et que moi, j'ai aucun scrupule à mettre le drapeau français sur ma maison. Sauf que lorsque je mets le drapeau du Stade Toulousain
mes voisins applaudissent, et lorsque je mets le drapeau français, je me fais passer pour un facho. Quand vous regardez comment ça se passe aux États-Unis, malgré les communautarismes extrêmement puissants aux États-Unis, le drapeau américain fait œuvre de rassemblement, quoi. Donc voilà. Donc commençons déjà par redonner l'amour de la France et le goût de la France dans tous ces symboles. La Marseillaise à l'école, la levée du drapeau dans les écoles, ce n'est pas un gros mot. Amen. Je sais. Oui, donc on en est au niveau de la prière. Écoutez, on est le 14 juillet, c'est le seul jour où on a vraiment le droit d'aimer la France. Alors, non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord qu'il faut redonner effectivement du goût au patriotisme, etc. Mais est-ce que ça passe par une armée qui est une armée de construction? J'en suis pas certain. Voilà. Parce que je crois qu'il faut arrêter de faire croire qu'on peut le faire. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Voilà, c'est tout. C'est surtout honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le faire. Pas tous en même temps. C'est surtout concevoir l'armée comme le dernier élément sociabilisant pour la France. Je pense pas que ce soit son rôle premier. L'armée, elle n'a pas forcément ce rôle social. D'autant plus pour en avoir parlé des militaires, et notamment un militaire assez important dernièrement, c'est qu'il y a un problème de communication qui vient de l'armée, c'est qu'il y a une différence par exemple entre la marine et l'armée. Communication, quand on l'appelle la grande muette, oui déjà il y a un sujet. Problème, c'est que de fait ils ont du mal à parler aux politiques, généralement quand ça concerne l'armée de terre, et elle est uniquement dépendante du ministère de la Défense, alors que la marine elle est dépendante du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Armée, du ministère des Affaires étrangères. Elle a une autre mission, elle est peut-être plus enclin à attirer. Il faut qu'il y ait un problème de communication aussi. C'est un débat. La politique, c'est une question de priorité. Vous choisissez où je demande aux amis auditeurs, s'il vous plaît, actuellement, la parole aux auditeurs au 0826 300 300. Bonjour Denis. Bonjour à vous, bonjour toute l'équipe de Sud Radio qui est là pendant les vacances. Mais oui, on vous lâche pas, les jours fériés, les vacances, mon cher Denis. Vous étiez en train de nous écouter et c'est à vous aussi que je pose la question. Est-ce que ce débat vous anime? Est-ce que vous, Denis de Saint-Étienne, vous êtes prêt à vous engager pour la France? Écoutez, d'abord, je vais vous dire la vérité, je suis né en 1963, donc bien sûr, si la France était attaquée de l'intérieur ou de l'extérieur, je serais prêt à aider mon pays. Alors peut-être pas, bien sûr, je suis trop vieux, parce que j'ai plus de 60 ans, mais en tant qu'ambulancier... C'est jeune, Denis, voilà. C'est dans la tête, là, je vous le savais. Bienvenue au club, Denis. Moi, je suis très jeune, mais croyez-moi, je suis excessivement vieux, par exemple, vous voyez. Je pense que, comment vous dire, on devrait, à l'école, inculquer aux enfants l'histoire de France, que des gens en 14-18, puisqu'elle n'est pas très bien apprise en école, que ce soit primaire ou secondaire, on doit apprendre le sacrifice qu'a fait le peuple français sur tous les monuments aux morts pour se battre contre les Allemands. Et même celle de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas très apprise, dont les gens n'y connaissent rien, où on voit qu'ils ont tous des visions un peu, je sais pas comment dire, un peu bizarres. Ça manque peut-être de passion, de fierté, c'est ça que vous voulez nous dire, Denis? Oui, exactement. Il faut dire que la France ne s'est pas toujours rendue comme on veut bien nous le faire croire en mai 40, où il y a eu quand même une histoire politique à raconter. Il y a eu une partie qui s'est rendue, malheureusement, mon cher Denis, malheureusement. Ensuite, est-ce que je suis pour une armée de conscription? Je vais vous dire la vérité, oui. Revenir, ce que Jacques Chirac a fait, détruire l'armée de conscription, il n'aurait jamais dû le faire. Bon, à l'époque, c'était bien, il aimait bien se faire voir. Les jeux, c'était pour lui faire voir que, regardez, je vous ai écouté. Mais je pense que s'il y a une menace extérieure, il faut revenir à ça. Après, bien sûr qu'on a l'arme atomique, donc on ne reverra pas. Et j'espère, ce que la France a connu 5 ans d'occupation, qui fut vraiment une occupation barbare de la part de l'armée allemande. Et bien sûr, des collabos français, bien sûr, qui se sont un peu comme toutes les élites qui voient qu'ils sont occupés, eh bien, ils se mettent du côté du plus fort. Voilà. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été avec nous. Enfin, Denis, compatriote, Denis, au vu de vos mots. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. L'appel pour le réarmement, peut-être d'abord, ce que vous disiez, Noémie, d'abord un réarmement moral avant de passer à un réarmement physique, militaire, à commencer par les élites. Exactement, parce que vous savez, au fond, il était très intéressant ce dernier témoignage, parce que ce monsieur nous expliquait qu'il était difficile pour lui de sortir le drapeau français, parce que il y a une connotation parfois négative, ce qui est quand même extraordinaire dans un simple pays. Le fait d'être patriote peut vous ranger, pour dire les choses très clairement, chez les fachos. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. On parle beaucoup ces derniers jours des menaces extérieures. On parle de la Russie, on a parlé, vous avez vu le discours du chef des armées qui parlait de la Russie, de l'Iran et de la Chine comme étant les grands États concurrents, comme il les appelait. Maintenant, il y a des menaces qui sont intérieures. Et ça, vraiment, il faut en prendre conscience.
à l'intérieur du pays, vous avez des gens qui considèrent qu'on ne peut pas défendre ce pays. Je vous rappelle que la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, ne chante pas la Marseillaise. Elle est députée de la Nation. Elle siège à l'Assemblée nationale. Donc il y a des forces qui détestent la France. Elle ne siège plus à l'Assemblée nationale, mais malgré tout, elle a été députée. Et vous avez des forces anti-françaises en France. Et c'est très important, au fond, en tout cas, elle représente une force qui existe dans notre pays et qui, à mon sens, est en train aussi de détruire ce pays de l'intérieur. Et donc oui, il faut réinsuffler un idéal et on doit pouvoir... Elle a dit beaucoup de choses. En tout cas, elle représente une force anti-française qui existe dans notre pays et qui malheureusement s'exprime encore trop souvent. Est-ce que l'armée française est en capacité encore de se défendre? Est-ce que la France peut à nouveau améliorer son armée? C'est en tout cas quelque chose, et c'est un sujet qu'on abordera en profondeur à partir de 12h30. 2025, le moment du réarmement ou le moment où on risque de revivre cette étrange défaite. Rappelez-vous de ce livre qui avait malheureusement prédit ce qui allait arriver au moment de la Seconde Guerre mondiale. On en reparlera notamment avec Stéphane Morin. Il a écrit ce papier justement fascinant dans la revue Politique et Parlementaire en disant attention, oui, on peut se réarmer, mais attention au risque d'étranges défaites si derrière la machine politique et la machine industrielle ne suivent pas. Dans quelques instants, la fin des débats avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On va conclure cet espace de débat, d'actualité. Alors là, on a échangé. Je peux vous dire que la France, c'est le 14 juillet, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge chez l'armée, mais c'est aussi cette franche engueulade, comme ça a été le cas durant cette heure et demie de débat ici en studio, toujours avec Noémie Raoulia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich et Benjamin Cauchy. Et on va terminer en tout cas, on va aller jusqu'à midi avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je commence par vous, Benjamin Cauchy. Un coup de cœur encore sur l'augmentation du budget de la défense. On était en train d'en parler, c'est lié avec le sujet qu'on a quitté à l'instant. C'était le bon moment, j'imagine, pour vous. Enfin, on y est. Oui, voilà. Et puis alors, notez quand même dans les annales de l'histoire de Sud Radio que j'ai porté un coup de cœur au discours d'Emmanuel Macron. Oui, alors là, je suis à la renverse. Tâchez de tenir debout encore quelques instants. Ça va être difficile. On va vous ramener un petit peu d'eau fraîche. Ça va bien se passer. Non, mais plus sérieusement, enfin une prise de conscience. Bien sûr, pendant des années, on a vécu un angélisme absolument catastrophique. On a perdu notre crédibilité militaire, soyons bien clairs. Heureusement que le général de Gaulle nous a permis d'avoir l'arme nucléaire. Sinon, aujourd'hui, nous serions une risée. Je ne parlerai pas des choix stratégiques du président de la République, mais tout simplement le fait qu'effectivement, il va falloir réarmer notre armée, au-delà des crédits militaires qui vont devoir être portés. Et là, le gouvernement va devoir trouver effectivement des économies, mais je crois que lorsqu'il y a de la volonté, il y a de la possibilité. La seule question de se dire, c'est il ne faut pas augmenter les impôts. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est début février, début mars, me semble-t-il, Monsieur Lombard, vous savez, celui qui nous sert de ministre de l'économie, avait annoncé qu'il y aurait une sorte de livret défense. Quid de ce livret défense? C'est comme une bouteille à la mer, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de libérer un petit peu les chakras de notre industrie financière. Moi qui travaille au quotidien avec la base industrielle, technologique et de défense, je peux vous assurer que leur gros souci, c'est de trouver des financements. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plus facile de faire financer, je ne sais pas moi, une plantation inclusive de baobab au fin fond de la forêt amazonienne que de financer une industrie de l'armement. Il y a comment dirais-je, le greenwashing qui interdit au titre des acronymes ESG, de responsabilité sociétale et environnementale de nos gros groupes financiers, font qu'aujourd'hui, vous, Maxime, avec votre assurance vie, si vous en avez une, ou avec votre PER, que je vous souhaite avoir, eh bien, vous ne pouvez pas... C'est mal me connaître, mais c'est gentil. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez un souci, on peut s'appeler en hors antenne. Il est comme Ardisson, il a du fric. Plus sérieusement, il y a effectivement un effort de l'État, mais il y a aussi un effort des organismes financiers, des institutions financières qui doivent se voir lever ces verrous pour permettre le financement de notre industrie. On en parlera tout à l'heure à 12h30. C'était le coup de cœur de Benjamin Cauchy, dont on a appris qu'il y avait une véritable fascination pour des plantations de baobab. Il faut absolument que je me renseigne. Merci beaucoup Benjamin Cauchy pour ce coup de cœur. Coup de gueule cette fois-ci de la part de Noémie Raoulia, justement sur hier 14 juillet. On le sait, c'est la liste de ceux qui ont le droit à la Légion d'honneur, et un nom a quand même facilement été remarqué, c'est celui de Gisèle Pellicot. Tout le monde était unanime, sauf vous. Voilà, bon, je vais commencer déjà par dire que j'ai quand même beaucoup de respect pour Gisèle Pellicot, parce qu'elle a affronté son mari violeur avec force et courage tout au long de son procès. On lui doit toute la compassion et tout le respect qui sont dus à ceux qui ont traversé les grandes tragédies.
Mais rappelons que la Légion d'honneur n'est pas un pansement. Elle a été créée par Napoléon en 1802. Elle récompense, je cite, les mérites éminents acquis au service de la nation. C'est la plus haute distinction française. On l'obtient après avoir agi, servi, inventé, sauvé la France, mais pas pour avoir été victime. Pour rappel, parmi ceux qui l'ont obtenu, le général de Gaulle, Simone Veil, Pierre Brossolette, on parle ici de figures qui ont changé la France parfois au péril de leur vie. Donc ça montre bien qu'il y a une sorte d'abaissement du niveau. Gisèle Pellicot, lui, elle a évidemment du mérite, elle a du mérite dans sa vie personnelle, mais enfin, on est vraiment là dans le tropisme moderne de l'héroïsation des victimes. Or, la souffrance ne fait pas un héros. Elle exige, Gisèle Pellicot, un soutien, mais pas forcément des médailles. Elle mérite la justice, mais pas forcément les honneurs de la République. C'est mon point de vue. Merci beaucoup Noémie pour ça, et c'est vrai que c'est une décoration qui fait toujours beaucoup parler. Vous aviez raison, je crois que tous les 3-4 mois en France on a le droit à ce débat, la Légion d'honneur, est-ce qu'on la donne beaucoup trop souvent, parce que ça va en effet de Lynn Renaud aux grands pâtissiers, aux joueurs de foot, donc c'est vrai qu'elle a perdu de ce sens extraordinaire que vous évoquiez. Décadence. À tous les niveaux, parce qu'on devait parler de l'école. On ne refera pas le débat sur la décadence française. L'héroïsme, c'est vrai. L'héroïsation des victimes. Non, mais c'est quoi un héros aujourd'hui, c'est quoi en temps de paix, c'est quoi un héros? On peut se poser la question. C'est quelqu'un qui défend la France. Il y a des soldats qui sont à l'autre bout du monde pour défendre le drapeau français et qui sont blessés. Largement sa Légion d'honneur. Voilà. Peut-être que l'époque a changé, comme il y a beaucoup moins de combattants, qu'il faut quand même, vous parliez de ceux qui ont fait avancer le pays, peut-être que Gisèle Pellicot, par son engagement, a permis de se rendre compte de certaines choses qu'il fallait récompenser par l'État. Dernier coup de cœur, c'est le vôtre, Jérôme Dubu, c'est vous qui allez conclure cette séquence. Très rapidement, un coup de cœur, d'abord parce que il a très bien joué hier, contrairement à ce qui a été dit. Deuxièmement, il a gagné. Et troisièmement, je trouve qu'en un mois, il a réussi à revenir dans le jeu, à gagner, alors que c'était pas du tout évident. Moi, je l'ai vu sortir de Roland-Garros complètement défraîchi. Enfin, j'avais l'impression que pendant 6 mois, on n'allait plus en parler et que il allait faire une mini-dépression. Il est quand même passé à 3 balles de match de la victoire à Roland-Garros que personne n'imaginait, puisque je vous rappelle qu'il sortait contraint et forcé d'une période d'inactivité, puisqu'il avait été un peu condamné pour dopage, vous vous en souvenez. Un peu, oui. Il arrive à Roland-Garros, il est en finale, il a failli gagner à 3 balles de match près, et on a l'impression que quand il sort du cours de Roland-Garros, il va traverser une période très difficile. Or, en un mois, il arrive à se réarmer psychologiquement. Comme la France. Et exactement, psychologiquement, je dis bien, pas militairement, et a gagné hier contre le tenant du titre. Alors, moi, je n'ai pas d'amour particulier pour Yannick Sinner. Je préfère plutôt Alcaraz, parce que je le trouve assez génial, plus que Sinner, mais il faut reconnaître que ce type a une volonté incroyable. Alors, on a connu déjà des champions de tennis par le passé, d'autres, Djokovic, etc., Connors, Lendl, etc., qui étaient des bêtes psychologiques. Là, j'ai l'impression qu'on est dans ce schéma-là. Donc, coup de cœur à Sinner. Merci beaucoup Jérôme Dubu, merci à tous d'avoir été autour de cette table pour débattre de l'actualité du jour, et notamment en début d'émission d'avoir rendu hommage, on le rappelle, à Thierry Ardisson qui nous a quittés tôt ce matin, le royaliste qui part le 14 juillet. Merci Noémie Raolia, journaliste essayée. Je rappelle aussi votre livre La Terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël, Mehdi Reich, analyse politique, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise que je vais devoir appeler si jamais je veux ouvrir un PEL conséquent. Merci à tous d'avoir été avec nous Monsieur Baobab à l'antenne ce matin. Dans quelques instants, hommage bien sûr à Thierry Ardisson à midi avec notre journaliste média Gilles Gansman, et à partir de 12h30 en ce 14 juillet, une question bien française: l'économie de guerre, est-ce une illusion française? 2025, le moment du réarmement, ou mieux peut-être, ou pire peut-être, le moment de l'étrange défaite? On revient dans quelques instants sur Sud Radio, à tout de suite.